Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Ici, on raconte uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Ici, c'est les histoires de sorcellerie. Félicitations pour le tournage du court-métrage. Merci. On a déjà commencé à tourner. Donc, bientôt, ça arrive. C'est une dinguerie. Bonsoir. Oh, bonsoir. Voilà. Oui, rebonsoir. Je remonte encore avec une autre bonne histoire là. Mais cette fois, je viens avec l'histoire de mon mariage. Parce que ce que j'ai vécu, avant mon mariage là, on a annoncé le mariage un an avant. La belle famille est venue voir ma famille. Hello. Pardon? On commence un peu, on t'a pas suivi au début. Je recommence. Oui. Je disais qu'avant mon mariage, la belle famille était venue annoncer d'abord, bien évidemment, à ma famille. Et j'avais dit à mes parents, à ma maman, parce que mon papa n'était plus, j'ai dit à maman qu'il ne faut pas vite annoncer ça à tout le monde, attendant, vu que nous étions déjà prêts. On s'est dit, bon, le mariage doit se faire en juillet, on va annoncer le mariage même en février et tout. On n'attend pas les cotisations des gens parce qu'on connaît le boycott. Donc, étant la dernière du ventre de ma maman, on a fait ça, on s'est préparé de notre côté, on a tout apprêté. Et puis, on attendait juste, annoncer, choisir le pagne et tout. Donc, en février, les réunions aussi ont commencé, vu qu'on a annoncé ça maintenant officiellement à toute la famille. Donc, on commence les réunions. On voit, il y a certaines tantes, c'est plus le côté maternel de ma mère qui se manifeste. Mon côté paternel là, maman me dit, bon écoute, il faut aller voir tes pères, il faut aller annoncer et puis leur donner le pain, c'est comme ça qu'on fait et tout. Je sens que, l'affaire que toi tu veux faire là, je sens que ça va m'exposer. Elle me dit, non mais c'est comme ça, tu n'as pas le choix, c'est le père qui marie sa fille, donc il faut que tu ailles voir tes parents, tes pères paternels, enfin tes pères, pour leur annoncer le mariage, même si tes beaux-parents sont partis leur dire, il faut que tu partes maintenant avec le pagne. Donc je lui dis, bon, écoute, je vais aller avec un autre de mes oncles là, et puis mon aînée, celle qui est ici au Gabon. Donc elle me dit, d'accord. Je repars à la maison, j'explique ça à l'époque à mon fiancé. Et le gars me dit que, mais avec tous les problèmes que vous avez déjà dans votre famille là, ça va être quand même chaud, repartir chez les oncles là et tout. Bon, va quand même, de toute façon on n'attend rien d'eux, donc va. Donc on part au marché, on achète les pailles, on achète et tout. On commence à déposer. Et puis, je dis à Jay que non, il faut quand même que tu m'accompagnes chez celui qui était censé parler. Et quand notre papa est décédé, c'est lui qui nous a enlevés à la natte, c'est lui qui nous a reconnus en fait. Donc, c'est lui qui est censé être le père. Je lui ai dit que là, quand même, il faut que tu m'accompagnes. Et l'oncle là, au passif, c'est quand même un élément dans la famille. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je venais d'accoucher et j'avais eu des petites complications parce que quand on m'a opéré, après la cicatrice, les fils avaient lâché. Donc, j'avais vraiment des complications, j'avais du mal à me déplacer. C'était chaud. Ouais. Non, c'est pas la peur, en fait, je suis un peu essoufflée. C'était chaud. J'avais du mal à bouger, à faire certains mouvements et tout, vu que les fils de la cicatrice avaient lâché. Donc, maman est partie seule avec ma soeur après. Elle est partie 2 fois, on a déposé les pailles, tout ça. Le gars a dit, ok, bon, il viendra, il sera là. Effectivement, c'est le père, donc c'est lui qui va parler, tout. On commence à rencontrer les prestataires, les différents prestataires, vu qu'il faut d'abord voir en fonction de la vision de ton mariage, ce que tu veux et ce qu'elle fait et les prix. Bien évidemment, on évalue tout ça là. Le matériel, est-ce que c'est de bonne qualité, tout ça. Donc, avec ma tante, qui était la trésorière, on était chargé de tourner comme ça et tout, on a tout fait. Et en avril, tout était bouclé, payé, tout avec facture à l'appui, tout était ok. Service traiteur, prestataire, tout était ok. Donc on fait les réunions
Et puis, à une semaine avant le mariage, ma tante dit que bon, mais il faut contacter la dame qui va faire la déco parce qu'il faut quand même qu'elle vienne sur le site et qu'elle nous explique un peu comment est-ce qu'elle voit la déco et tout par rapport à la cour, vu que la cour est tellement grande, donc il faut tout exploiter. On attendait quand même 400 personnes. Ok, j'appelle la go. Elle ne répond pas. Je dis à ma tante et entre-temps, avant, on était déjà parti chez elle vu qu'il fallait qu'on vérifie. Quand on avait donné l'argent, on avait exigé d'avoir de nouvelles nappes de table, de nouvelles assiettes. En fait, tout le matériel devait être nouveau et elle n'avait vraiment pas vu d'inconvénient. Donc, à chaque fois qu'elle rachetait les choses, elle nous appelait, on partait sur place, on vérifiait. Tout était OK. Nouvelles assiettes, nouvelles déco, nouvelles nappes de table, tout était OK. Donc, à une semaine avant le mariage, le week-end d'avant, on l'appelle. Elle ne répond pas, elle ne répond pas. Le mardi, donc la semaine du mariage, on l'appelle. Elle ne répond pas. Ma tante me dit que ça là, je ne sens pas ça. Depuis la semaine dernière, la Gaule, on l'appelle, elle ne répond pas. On va partir chez elle. Donc on termine la réunion, on fait le point et tout. Et puis on démarre, nous voilà dans les PK. 19h, on atterrit là-bas. On trouve l'enfant, la fille de la dame, sa dernière. Oh, maman est où? Oh, maman n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu fais seule à la maison? Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Papa ou papa n'est pas là. Il n'y a personne, oui. Entre-temps, l'enfant est en train de fermer la maison, elle veut sortir. Donc on lui dit que, oh, mais toi, on vient voir tes parents. Je lui dis que toi, tu ne me connais pas aussi, tantine, c'est toi la mariée et tout. Je dis, oui, mais je dois voir maman. Le mariage, c'est samedi. Nous sommes déjà mardi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, moi, je ne dors pas là et tout. Je vais chez la tante. Je dis que bon, donne-moi le numéro de ta grande sœur. Quand j'appelle la grande sœur, elle me dit non, on a un souci. Maman est malade, ça ne va pas. Et tout. Je dis que bon, ok, je suis bien désolée pour l'état de santé de votre maman, mais il y a une prestation. Elle doit prester. Samedi, c'est le mariage. Oui, j'en sais. De toute façon, on sera là. Je dis que non, c'est bien beau. Vous me dites que vous seriez là, mais quand moi j'appelle, vous ne répondez pas. Donc, qu'est-ce qui me prouve que vous allez venir et tout? Vous avez déjà pris l'argent. Il faut que moi j'ai des garanties. On attend beaucoup de monde et tout. Il faut que j'ai des garanties. Oh, voilà, prenez le numéro de papa et tout. On appelle le père. Le père nous dit oui, on se voit demain et tout. Il explique les choses, mais j'ai senti ça venir là, c'était louche. Le mercredi matin à 6h, on repart là-bas. Quand on arrive, on trouve l'enfant. La même petite, elle revient en fait se changer. C'est-à-dire qu'ils viennent le matin, ils viennent se laver, ils se changent et tout, et ils repartent. C'est comme ça qu'il faut. Donc, on chope le mari. Quand on chope le mari, je lui demande que, mais monsieur, votre femme a pris l'argent, vous me connaissez? Oh oui. Mais qu'est-ce qui se passe depuis? On vous appelle, vous ne répondez pas et tout. Il me dit, oh, on a un grave problème, asseyez-vous et tout. Oh, on s'assoit. Le gars nous dit, oh, ma femme est devenue folle. Je dis quoi? Ma femme est devenue folle. Je dis comment ça? C'est-à-dire que je perds mon latin, mais folle comment? La folie comment? C'est quoi? C'est-à-dire que j'oublie même, je sais plus, c'est quoi la folie? Oh, elle est devenue folle et tout, il nous montre des images, la femme est enchaînée, machin. Oh, le mariage c'est samedi. Mercredi, la go est devenue folle. Qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà, on ne comprend pas, elle a perdu la tête, on l'a retrouvée à la route et tout. Voilà, elle est devenue folle. J'ai dit non, ça, moi je dois voir ça de mes propres yeux. Donc ils nous emmènent carrément à l'église en fait. Toujours dans les PK, il y a une grande église là-bas. On arrive, la go est dans une pièce et tout, elle est enchaînée. La go délire, elle est folle. Donc on se dit que bon, à ce niveau, là, on ne peut plus trop cogiter et tout. Il faut qu'on anticipe. Bon, je dis au monsieur que bon, ça veut dire que vous n'allez pas prester. Il me dit non, en fait, on est censé arriver, on va prester. Je dis que rien. Donnez-nous le matériel et puis nous, on va se démerder et tout. Le matériel est confisqué. J'ai failli devenir dingue. Je me dis que, mais attendez, vous avez pris l'argent des gens, on dit que le matériel est confisqué. Oui, parce que, entre-temps, avant vous, il y avait d'autres mariages. Comme on n'a pas presté, les clients, là, ont pris le matériel, ils ont confisqué ça et tout. Punaise. Comment on va faire? Je commence à contacter les frangines. J'ai une frangine là qui a un restaurant et tout, africain. Et comme la déco aussi pour le mariage était type africaine. Donc, je la contacte et je lui dis que bon, écoute, j'aurais besoin de ta déco. J'appelle une autre frangine, j'aurais besoin de tes assiettes. C'est-à-dire que c'est parti comme ça. 200 assiettes ici, 100 assiettes ici, 50 verres. On a pu réunir tous les couverts. La déco aussi, c'était OK. Entre-temps, ma belle-sœur aussi, à Port-Gentil, fait de la déco. Et tout. Donc, je lui ai dit que descends avec ta déco quand tu viens pour le mariage. Bon, on a fait
le mariage. On avait récupéré aussi quelques affaires chez eux qu'on avait nous aussi confisquées jusqu'à ce qu'on nous paie. Donc, après le mariage, ils ont signé une reconnaissance de dette, tout ça. Et tout ça, elle est folle. Hein. On va vous rembourser chaque fin du mois et tout l'argent que vous avez dépensé et tout. Bon, je me dis que bon, vu qu'on a quand même pris une partie des choses et tout, et puis, vu son état, je ne peux pas exiger encore les millions là. Je dis, bon, vous allez me rendre la moitié. Ok. Ils ont commencé à verser. Entre-temps, j'ai une tante qui me dit que moi, je ne laisse pas l'affaire là. Parce que ce qui s'est passé à ton mariage là, non. La veille, à 4 heures du matin, je suis en train de dormir. J'entends la voix de mon défunt papa. Il m'appelle dehors. Et pourtant, je suis dans le rêve. Sauf que je me retrouve au salon debout. Mais du salon, je vois le dehors. Donc, le mur n'existe plus. Et j'entends la voix de mon papa qui me dit, il m'appelle par mon prénom. Il m'appelle. Et il me dit, sors. Donc, j'avance. Mais quand j'avance, je me rends compte qu'en fait, je suis dans les airs. Je ne marche plus. Je suis dans les airs. Et j'arrive à son niveau. Il me dit, allume un grand feu. Il me donne des instructions. Il me dit, allume un grand feu. Il me montre la dame qui est enchaînée. Il me dit, tu vois, dans sa famille, elle a des alliances. Mais de ton côté, ils se sont liés à elle, à eux, donc aux sorciers de la famille de la dame, pour empêcher ton mariage. J'étais carrément dans tous mes états. J'étais debout dans le songe, mais je n'étais plus là. Ma tête était ailleurs. Je ne comprenais rien. Je me demandais que mais la dame, elle n'est pas de ma famille. On ne se connaît pas. J'ai loué ses services. Elle a été payée pour ça. Comment les sorciers de chez moi quittent, traversent, vont dans une autre ethnie, une autre famille, rendent la pauvre femme folle, s'accorder avec ses parents pour que le mariage n'ait pas lieu. C'était invraisemblable. Malgré ça, on a parlé à 4 heures, j'ai réveillé ma maman. C'est-à-dire quand je termine le songe où je parle avec mon papa qui me donne des instructions, je vais maintenant réveiller ma mère, je réveille mon aîné et je leur dis allons-y dehors. Et là, je suis en transe maintenant. On allume un feu, je pète une bouteille de rhum que j'asperge dans toute la cour et tout. Je me mets à parler en langue, parler par là à mes ancêtres, recommander la journée qui devait commencer et tout. C'était intéressant, c'était vraiment... Je vous promets que si c'est un stress qu'on ne peut pas expliquer, quoi. Donc, le mariage a eu lieu. Et puis, ils ont commencé à rembourser un peu. On a eu beaucoup de signes durant la journée pendant ma sortie. Il y avait des oiseaux qui sont arrivés de nulle part, qui m'ont escorté. De là où j'étais, de là où je suis sortie jusqu'à la cour du mariage, ils m'ont escorté. Beaucoup de gens étaient dans tout leur état. Les gens rentraient en transe, les gens tombaient, les gens pleuraient, les gens disaient qu'ils ont vu papa. C'était un signe que les ancêtres étaient là, que mon père était là et tout. Et malgré tout ça, le père qui est resté avec nous, qui était censé parler à la dernière minute aussi, il ne s'est pas présenté au mariage. Il n'est pas venu parler. C'est quelqu'un d'autre qui a parlé. Il y avait, vous voyez, toutes les complications, tous les blocages là, vraiment. On a un sérieux problème avec le mariage en Afrique. C'est tellement combattu que si tu n'es pas en prière, que tu n'es pas sérieusement enraciné, tu ne pourras pas vivre ce moment magnifique là. Et la dame, ils ont commencé à rembourser de novembre à décembre, d'octobre à décembre. Et en fin du mois de décembre, j'appelle. Elle ne répond pas. J'appelle la fille. La fille m'envoie seulement la photo de sa mère. Elle s'est fait percuter par un véhicule en décembre, pendant les fêtes là. Et là, elle est dans le coma jusqu'à présent. Ça ne va toujours pas. C'est-à-dire que les gens dans sa famille ont tenu quoi, à la détruire. Et puis si je dois aussi dire que bon, apparemment ceux de ma famille, les sorciers de ma famille, ils ont décidé de la détruire quoi. Donc les clients aussi que je vais dire entre guillemets qu'elle a arnaqué, les gens, beaucoup de gens ont lancé, ont fait des trucs, lui ont certainement lancé un sort et puis sa vie continue d'aller comme ça, de blocage en blocage, d'échec en échec. Donc la leçon que je voudrais partager de cette histoire, c'est pour dire qu'il faut vraiment rester en prière lors des mariages, même pas seulement les mariages, même les naissances. Quand on prépare un événement heureux où les gens doivent se retrouver, il faut faire mais vraiment très attention.
il faut rester en prière, il faut se mettre même à l'écart, mais vraiment se préparer spirituellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, qui nous entourent là. C'est-à-dire que tu ne les vois même pas arriver, mais ce sont eux qui vont vouloir te renverser. Donc il faut être vraiment prudent, vraiment prudent. Je reviendrai vendredi pour raconter l'histoire de l'esprit de mon arrière-grand-mère qui a sauvé ma grande sœur d'un accident mortel. Donc, merci et bonne soirée. Dans les commentaires. Merci beaucoup pour la deuxième question. Hmm. C'est la sorcellerie en plein jour, hein. Allô, Punta Foreman. bonsoir DMG, comment tu vas? Pas bien, toi. Ok, bonsoir la famille. Je reviens encore avec une histoire que j'ai vécue personnellement. Ok. Bon, ça s'est passé après mon bac, juste avant le voyage, parce que bon, souvent nous, dans certains pays, comme on n'a pas tellement de bonnes écoles, quand on gagne le bac, on est censé souvent voyager pour aller apprendre à l'étranger. Donc, c'était pendant mes préparatifs de mon voyage, on va dire déjà la veille de mon voyage. Donc, vu que moi je suis un peu paresseux, donc j'avais commencé à faire mes valises, on va dire depuis la journée, depuis quasiment les 11 heures, je faisais ça vraiment petit à petit, petit à petit. Et j'avais pas vraiment terminé. Aux environs de, on va dire, 21 heures, 22 heures par là, je suis sorti voir mes amis une dernière fois. Donc, on a vraiment veillé ensemble. Bon, d'autres m'ont conseillé, on a vraiment parlé, on avait du mal à se laisser et tout. Mais quand même, depuis la journée, dans les 14h, 15h, vu que j'avais une calculatrice scientifique qui avait coûté vraiment cher, j'avais laissé ma calculatrice sur le placard. Et moi, j'avais juste mes petites soeurs, des très petites filles et tout, dans la maison. Il n'y avait vraiment personne qui rentrait. J'avais laissé ma calculatrice sur le placard, j'avais laissé un peu mes chaussures quelque part. Il y avait une nouvelle chaussure que j'avais achetée, que j'aimais beaucoup. J'avais aussi laissé ça à côté. Donc, je suis parti voir mes amis, je suis parti les voir et tout. Ensuite, je suis revenu à la maison, quasiment, il était presque 24 heures. Le départ, il était pour 5 heures, 6 heures par là. Donc en revenant, je prenais toujours mon temps avant de finir vraiment les dernières valises. Je tentais de prendre mon temps et tout. Et j'avais toujours revu la calculatrice, toujours positionnée au même endroit et la chaussure toujours positionnée au même endroit. Maintenant, c'est vers les 4 heures vraiment que je commence à me presser parce que je sais que bientôt les parents vont se réveiller. Il va falloir qu'on parte. Vers les 4 heures par là, je viens maintenant pour vouloir prendre la calculatrice, mettre dans mon sac à dos et vouloir ranger la chaussure. Mais je réalise que la calculatrice a disparu. Et donc j'ai vraiment tourné là dans la chambre, j'ai tourné. Ça m'a vraiment perturbé. Mais comment la calculatrice que j'ai déposée là a fait pour disparaître? Et la chaussure, il restait plus qu'un seul pied. Ça m'a vraiment troublé. Et vers 5 heures, les parents se sont réveillés et ont commencé un peu à me mettre la pression qu'il faut déjà qu'on parte vraiment presto et tout. Et j'ai fait comprendre à mon père que mais la chaussure que j'ai laissée là et la calculatrice, ça a disparu. Je ne comprends pas, personne n'est rentré ici. Je suis rentré, il était quasiment 24 heures, presque 1 heure. J'ai toujours vu la chose, mais ça a vraiment disparu là et ça me perturbe un peu. Ça m'a vraiment perturbé. Je me disais que mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas vraiment simple pour moi. Et bon, je me suis dit que bon, c'est des choses qui arrivent et tout. Il faut que je puisse toujours rester concentré sur mon voyage. Donc j'ai passé mon voyage vraiment comme ça. Et je suis arrivé dans ma destination d'études. J'ai passé quasiment plus de, on va dire, 6 mois comme ça. Et c'est peut-être, on va dire, 8 mois plus tard, vu que j'ai un bon grand à moi, qui est un grand assez élevé spirituellement, avec qui on a souvent des conversations. Et un soir, on parle de certains symboles et tout et tout. Après, bizarrement, je n'avais jamais raconté l'histoire. Il me dit que, mais ce que tu as vécu là, ça rentre dans le contexte que je suis en train de te parler. Je dis, qu'est-ce que j'ai vécu? Il m'a dit, lors de ton voyage, est-ce que tu n'as pas perdu ta calculatrice? Est-ce que tu n'as pas perdu un pied des chaussures? J'ai dit, oh, mais comment tu sais ça? Il me fait comprendre que, bon, c'est pas forcément obligé de savoir comment je sais ça, mais il faut savoir qu'il y a des symboles spirituellement. Lorsqu'on te vole certaines choses, ça a une portée spirituelle. Et c'est un peu pour ça que je voulais raconter cette histoire. Parce que c'est pas forcément pour effrayer, mais il y a souvent des leçons derrière ça en fait. Il y a souvent des leçons, c'est un peu plus éducatif en fait. On me dit que la calculatrice, par exemple, ça symbolise plus ou moins, comment dire ça, tes projets, tes calculs, tout ce que tu veux faire dans la vie. Et exemple, la chaussure, ça symbolise la marche, ça symbolise ton évolution. C'est quasiment tes pieds. Même les pieds, spirituellement, ça a une autre portée en fait. Et donc, quand une personne te vole, exemple, ta chaussure, et tu as vu qu'il a volé un pied et c'est l'autre pied, c'est d'abord, premièrement, c'est pour te
pénaliser, vraiment pour te mettre un frein dans les études, exemple, que tu vas faire. C'était quelque chose de prévu. Et deuxièmement, c'est pour te faire passer un peu comme un fou. Parce que si tu vois quelqu'un marcher en route avec une seule chaussure, exemple, tu vas traiter la personne de folle. Et donc, est-ce que tu n'as pas remarqué que dans ta vie, certainement, tu vivais des choses et tout, et les gens ne te croyaient pas quand tu parlais de certaines choses, tu étais vraiment, en fait, tu avais perdu toute crédibilité. Et ça, c'est vrai parce que je l'avais vécu pendant tous ces premiers mois-là lorsque j'étais arrivé dans ma destination d'études. Et donc, c'est un peu ça la leçon derrière cette histoire que j'ai vécue. Parce que moi, forcément, je n'ai pas mis de mots tout de suite. Mais plus tard encore, j'ai vraiment eu la signification de ce que j'avais vécu, en fait. Et j'aimerais dire à certaines personnes de souvent faire attention. Il y a des choses, parce que souvent, on peut te voler une chose, tu vas banaliser, tu vas te dire que c'est rien, c'est pas grave, ça n'a pas une très grande valeur. Mais c'est surtout la portée de la chose spirituellement. Parce que la correspondance, on va dire, entre le monde physique et le monde spirituel, ce n'est rien que par des petits symboles comme ça, en fait. Donc, tu peux être là, on t'a volé peut-être un slip. Tu vas dire non, c'est ma copine, il n'y a rien. On t'a volé peut-être un stylo. Comme on écoute souvent des histoires sur DMV, tu vas dire non, c'est rien, c'est un stylo, c'est juste 100 francs. Je vais en racheter. Mais derrière, avec ce stylo-là, on peut te voler même, comment dire ça, tes études, ta réussite. Et tu vas te retrouver là, toi qui n'es pas bête, tu fais que reprendre des classes et tout. Parce qu'on t'a juste volé un stylo de 100 francs. Mais ça ne vaut pas 100 francs finalement, parce que c'est des symboles en fait, ça vraiment une symbolique. Donc c'était un peu ça mon histoire, je ne vais pas trop être long. Et j'aimerais dire aussi à certaines personnes qui ont des histoires qu'il ne faut pas avoir peur de monter. C'est vrai qu'il y a un peu le stress et tout ça, mais il ne faudrait pas avoir peur. On n'est pas forcément là pour raconter des histoires qui vont effrayer les autres, mais c'est plus pour une éducation. Parce que beaucoup d'entre nous, on vit des situations comme ça, mais on est dans une naïveté, on est dans une, comment dire ça, dans une immaturité spirituelle, ce qui fait qu'on prend des coups en fait. Parce que c'est rien que la connaissance. Donc, si vous avez des histoires, enlevez d'abord le stress et tout, ça va aider. Parce qu'il y en a qui vivent des situations. Et évitez souvent de vous moquer, évitez de trop voir ça comme si c'était quelque chose de mystique ou quoi, mais c'est juste ça en fait, ça va aider des autres. Donc c'était un peu ça mon histoire. Merci beaucoup la famille. Merci beaucoup, Kunta Foreman. Bonsoir. Plus 241 ensemble. Et c'est vrai, le but est de sensibiliser. Le but n'est pas d'effrayer, de sensibiliser. Parce que plusieurs pensent que c'est la blague. Et puis, il y a plusieurs, même dans le jet, on est 1400 dans le jet, alors on parle. Il y en a qui sont là, qui n'ont plus d'étoiles, qui n'ont plus de chance, parce qu'on aura vidé de leur étoile. Mais comme ils sont encore en vie, c'est bien. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Quand on t'a déjà tout vidé, tu attends quoi? Et le pire, c'est que tu n'es même pas au courant qu'on t'a vidé. C'est comme marche avec des gens, on prête nos choses, on prend ici. Parfois même, un ami pose quelque chose comme ça. Bon, comme c'est ton ami, toi aussi tu prends. Tu dis, ah, c'est mon ami, j'ai pris, et puis quoi? Alors que, derrière ça, il prend tout ce qu'il veut, c'est ça, il mange quand il veut, dans ton corps. Plusieurs marchent dehors là qui n'ont même plus, ils n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est des cadavres ambulants. Quand on dit qu'on a vendu X, je pense que quand on vend, tu tombes, tu meurs. Quand on vend quelqu'un, c'est qu'il est toujours là. Il faut maintenant le prétexte, parce qu'il faut justement qu'on dise que c'est parce qu'on l'a giflé qu'il est mort. Oh, ce n'est pas ça. Ils sont déjà morts spirituellement, ils sont seulement en train de marcher, en train d'errer, tomber sur le malchanceux. Donc maintenant tu sors, tu conduis ta voiture. Après, quelqu'un sort de nulle part, tu l'as fogné, même pas brutalement, mais il tombe là, il meurt. Et c'est toi qui l'as tué, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas les sorciers qui l'ont tué, c'est toi qui en a vu physiquement. C'est toi qu'on arrête. Il y a plusieurs prisonniers comme ça que parce qu'il a seulement poussé quelqu'un, il est mort. La personne est morte et le gars est en prison. Donc c'est un peu ça. Ne pensez pas que parce que vous marchez là, que ça va. Ne va pas. Bonsoir, Kess. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, comment tu vas? Très bien. Alors, moi, je vais raconter une histoire que j'ai vécue. Bon, pas que je l'ai vécue, mais j'ai assisté. Donc, ça remonte il y a 3 ans. 3 à 4 ans, je pense. À cette époque-là, en fait, j'ai un grand frère qui vit en France. Et j'ai un cousin qui vivait ici. Donc, les deux étaient très liés. Et nous, on était petits. Donc,
quand mon grand frère est arrivé de France et tout, le truc qui se passe, c'est que mon cousin, naturellement, il vient à la maison pour voir son frère et tout. Donc, ils sont allés en boîte. Donc, en allant en boîte, je pense que c'était un week-end. À l'époque, au Gabon, on avait une boîte de nuit qui s'appelait le Harold. Je sais pas si les gens se rappellent ici. Donc, ils sont allés en boîte. Nous, avec mes autres frères et tout, on avait l'habitude de veiller jusqu'au matin parce qu'on avait des jeux vidéo et tout. Donc, pendant qu'on est en train de jouer aux jeux vidéo, eux, ils sont rentrés de la soirée. Donc, en rentrant de la soirée et tout, donc, on est en train de jouer. Mon grand frère passe et il est tout seul. Et mon cousin qui est plus grand que lui, il passe avec une fille. Nous, on est, tu sais, à l'époque, là, quand tu vois une belle fille et tout, tu parlais avec les autres. Oh, le gars a ramené une belle go et tout. Mais on est en train de jouer, mais on voit comment la fille passe avec notre cousin. Donc, on a joué jusqu'à 6h, 5h. Et pendant qu'on est en train de jouer, on entend un cri. Parce lui, il avait sa chambre et mon grand frère avait sa chambre. Donc, on entend un grand cri dans la chambre. Genre, paniqué, quoi. Et nous, on arrête de jouer. On va vite devant la porte de notre cousin. On essaye de taper, mais personne n'ouvre. Donc, c'est comme ça que notre père se réveille en sursaut. Il vient demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qui crie dans la maison? On dit, nous, c'est le grand qui a été de crier dans la chambre, mais on n'a pas pu rentrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre père défonce la porte. Donc, en défonçant la porte, il trouve notre cousin en caleçon, la main à la tête. Il est debout sur le lit, comme quelqu'un qui est paniqué, qui devient fou. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le temps qu'il essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, notre cousin, il sort de la maison, il devient fou, la folie, tu vois. Et là, sur le lit, on remarque qu'il y a des asticots. Genre, c'est tout mouillé. Donc, nous, on est choqués. Donc, pendant que mon père commence à appeler les parents et tout, ma mère sort de la chambre, on l'explique qu'est-ce qui se passe et tout. Nous, entre les petits qui étaient au salon, nous, on est en train de se dire, mais attends, mais le grand est en train de devenir fou, il n'était pas avec une fille dans la chambre, la fille est où? Donc, nous, dans la peur, on ne dit pas d'abord aux vieux. Donc, les gens de la famille arrivent et tout. Ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ma tante, qui est la mère de mon cousin qui est devenue, qui a perdu la tête, arrive. Elle se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le franchissement... Donc, on a commencé à accuser un peu les parents de gauche à droite. Et c'est comme ça que on avait celui qui était un de mes petits qui était avec moi, prend courage, il va vers mon père en disant que, mais tonton, nous, à 5h, quand on jouait au jeu, quand le grand est arrivé, il était avec une fille dans la chambre. Mais on n'a pas vu la fille ressortir. Donc, mon oncle tic, qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps, mon grand frère, puisqu'il était rentré bourré, lui aussi se rappelle que, mais oui, en venant, on avait pris une fille, donc on sortit de la boîte. Et donc, il a eu le temps de se dessouler vers les 11h. C'est comme ça qu'il nous explique qu'en fait, le truc, c'est que quand ils étaient en boîte, il y a une fille qui les a approchés. Qui a approché mon grand frère. Et mon grand frère, lui, il était tellement bourré qu'il n'a pas fait attention. Mais c'est mon cousin qui a voulu de la go. C'est comme ça qu'il s'est approché de la go. Ils ont pris un verre, ils ont discuté. Et c'est comme ça que la go lui a dit vers les 4h-5h que moi je suis en train de rentrer. Donc je sais pas comment il a fait, il a pu convaincre la go de rentrer avec lui. Donc, mais mon grand frère se rappelait d'une chose, c'est que quand ils ont démarré la voiture et quand ils voulaient rentrer, en passant par le bord de mer, la go leur a dit, moi j'habite ici, laissez-moi ici. C'est comme ça que mon grand frère a dit que mais tu descends au bord de mer, comment il n'y a pas de maison, tout ça c'est des bureaux, c'est des trucs pour professionnels. Oh non, j'habite là. Donc mon grand frère n'a pas fait attention, il a continué à rouler. Et comme mon grand frère fumait beaucoup, dans la voiture, quand il voulait allumer sa cigarette, la go a dit, si tu fumes, moi je descends, je ne rentre plus avec vous. Bon, lui il était bourré, lui il s'est dit, bon, elle n'aime pas la fumée, voilà, machin et tout. Mais mon cousin, lui, il était en jail, la go était super. DMG, c'est le genre de go, quand tu regardes, tu sens que il a trouvé la nana où. Donc, la go, ils sont arrivés, il n'a pas fumé et tout. Donc, quand il explique ça à mon père, directement, il comprend que les gars, ils ont embarqué un fantôme. Soit c'est un fantôme ou c'est un esprit. Et on a pu soigner notre cousin et tout. Quand il est, je pense qu'on l'a envoyé au Ghana. Et quand il est rentré, on a fait les trucs de tradition, les trucs de noir là et tout. Ils sont allés voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est comme ça qu'on découvre que la go, en fait, c'était une go de la nuit
Et elle est décédée dans ça et son esprit continue à errer dans les boîtes de nuit. Et lui, je sais pas, malheur, malchance, mon cousin est tombé dessus. Donc, je pense que quand il est sorti avec elle, ou peut-être parce que l'heure est arrivée, qu'elle a disparu, je sais pas quoi, donc ça l'a rendu fou. Mais jusqu'aujourd'hui, il est bien, mais il a toujours ces petits séquelles-là, qui lui reviennent à chaque fois, des petites images et tout. Mais ça m'a traumatisé ce que je joue d'aujourd'hui. Le monde de la nuit, vraiment, quand tu sors, tu penses à beaucoup de choses. Donc, moi, ce que je veux dire à la fin, c'est que aujourd'hui, quand il fait nuit, quand on sort, quand vous croisez des gens que vous ne connaissez pas, arrêtez de rentrer avec eux chez vous. C'est très, très, très dangereux. On ne sait pas qui en embarque, on ne sait pas qui en emmène, parce que dans ça, on tombe sur les revenants. Et cette affaire-là, moi, je pense que c'était du vent. Je pense que c'était du blabla. Mais manière que j'ai vu la Gola rentrer chez moi, chez mes parents à l'époque, je me suis dit non, ça, c'est hyper dangereux. Donc c'est pour sensibiliser nos frères qui ont l'habitude d'embarquer comme on dit, les petites crevettes là, doucement avec, parce que c'est pas une vie. On tombe sur des choses qui vont nous rattraper plus tard. Donc c'était un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire, Guess. De rien, DMG. Bonsoir, Albania. J'ai demandé mon thé en fait pour. Oui. Bonsoir. Et bonsoir à tout le monde. Là, j'ai monté, je vous suis sur YouTube, mais pas sur TikTok. Là, j'ai défilé, j'ai tombé sur votre live. Et écoute, je me suis dit, il faut que je me lance parce que j'ai vécu un truc lourd. En gros, j'ai voyé ma vie. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi je l'ai vu jusqu'à aujourd'hui, hein, mais je l'ai vivais et je l'ai vu jusqu'à présent, mais différemment. Je peux vous dire que ça m'est arrivé pire et j'ai jamais su savoir déjà ce que c'est ou bien ce que c'était. Jamais aujourd'hui. Et en fait, pour commencer, ça a commencé par ma main, mes bras, je vais dire. À chaque fois que je dors, comme tout le monde, hein, et tout le monde y était la lumière. Dès qu'on se met au lit, on était toujours la lumière. Mais avec moi, je sais pas, mais comme si le début de commencement, comme si quelque chose me réveillait et comme par magie, ça tapait directement mon cerveau. Je lui ai lancé des coups de poing. Donc, mais à chaque fois, j'ai... Oui. Albania, tu peux un peu lever le volume là? Oui. Donc, du coup, j'ai dit comme ça. À chaque Tu as fois... les écouteurs? Non, pas du tout. Là, Tu parles un peu plus fort là. Là, vous attendez mieux là? Là. Donc, du coup, j'ai dit comme ça. En fait, le commencement, ça a commencé par mes bras, par ma main. Donc, je sais pas ce qui est arrivé, mais à chaque fois, je me mets au lit. J'éteins toute la lumière. Je sais pas si quelque chose, genre, ça tapait directement sur mon cerveau. Je me réveillais d'un coup en lançant des coups de poing. Je me suis réveillé, mais à chaque coup de poing que je lançais, j'ai touché quelque chose à ma conscience. Je me suis dit, c'est un chat, c'est un rat, les deux là, les trucs là. Mais à chaque fois, je le frappe. Mais c'était comme un sac de frappe parce que je voyais pas comment je frappe quelque chose. Le premier mai, le deuxième mai, quand je le lance, je le touche encore. Mais j'attends pas qu'il se frappe dans le mur pour qu'il se retourne dans mon lit. Mais non, à chaque fois que je le frappe. Mais j'avais même pas le temps de descendre au lit, genre d'aller allumer la lumière. Donc c'était trop rapide que moi-même, j'ai lancé, je suis fatigué, hein, je suis fatigué mes bras de lancer. C'est là que je me lance par terre, pour aller allumer la lumière. Dès que j'allume la lumière, je voyais vraiment pas rien du tout. Rien du tout. Donc ça m'inquiétait, j'ai posé beaucoup de questions. Au final, je dormais pas. Mais je voyais pas vraiment rien. Mais comment ça se fait-il? Je descends, j'attends pas un bruit, un truc qui rampe, genre il s'en va ou soit. J'ai posé beaucoup de questions. Et les choses là, ça a duré dans ma vie. Ça a beaucoup duré. Que même moi-même, j'avais habitué, en gros, que à chaque fois que je me mets au lit, je me dis toujours là, je vais me battre. À chaque fois que je me mets au lit, je vais me battre. Au final, le jour que j'ai raconté ça à ma mère, le jour même que j'ai raconté à ma mère, j'ai jamais vu cette histoire. J'ai jamais revu encore. Je dormais, j'attends que ça arrive, ça revient. Mais je l'ai jamais revu encore. Vous voyez? Et d'un coup, dès que c'est arrêté, c'est attaquer d'autres choses. Quand je me mets au lit, c'est toujours ma main encore. C'était la main droite. Je vous jure, je ressentais
la main quand il se met debout. C'est pareillement comme si quand vous dormez sur votre main et alors dès que vous mettez debout, vous sentez plus votre main. Donc c'est pareil, je sentais comme ça, mais c'était pas pareil parce que la main, ça se dirigeait toute seule. C'était pas moi qui dirigeais la main. Je me réveillais, c'est pas que je dormais, genre je suis au sommeil, je rêvais. Non, il y avait pas de rêve là-dedans. Je me mettais debout parce que la main, ça cherchait rien que mon visage. J'arrivais pas à l'arrêter parce que ça tournait le poing, je vais dire le poignet. Et ça, en fait, tous les doigts, les 5 doigts, ça c'était ouvert, genre, ça attaquait rien que mon visage. Quand j'ai tourné mon tête de l'autre côté, ça tournait de l'autre côté. Quand j'ai tourné de l'autre côté, ça tournait de l'autre côté. J'étais obligé de prendre, en fait, de l'aider, genre, de prendre mes pieds, de les coincer, parce que c'était trop lourd avec genre, je me battais avec ma main, mais avec la main gauche. Je pourrais pas. C'est léger, j'utilise mes droites, moi, vous voyez. Donc c'était lourd et c'était fort. Il y avait une puissance dans mon bras que moi, j'arrivais pas à l'arrêter. C'était tout près de mon visage, en gros, comme s'il voulait juste m'étrangler ou bien je sais pas ce qu'il voulait me faire. Moi, dans mes questions, c'est ça ce qu'il voulait parce que je cherchais pas d'autre endroit, rien que mon visage. Pourtant, c'était ma main. J'étais obligé de prendre mon pied, de le coincer, genre je vais le casser. C'est là qu'il en fait, je faisais comme ça, il de tenir, l'aider avec ma main gauche, jusqu'à genre comme si quelqu'un, tu veux le tuer là, jusqu'à que voilà, qu'il se laisse tout doucement, mais je respirais pas et je bougeais pas quand il se lâche, parce que quand j'ai essayé de forcer, ça retournait. Donc du coup, quand je vois que ça se relâche tout doucement, je laissais que ça se calme tout seul quoi, tout doux jusqu'à que je laisse ma main tout doux comme si quelqu'un est en train de voler. J'ai baissé ma main. Donc ça s'est passé comme ça les soirs. Et tous les jours, ça a été comme ça. Tous les jours qu'au final, j'étais au salon, ça m'est arrivé. Il y avait mes soeurs, il y avait ma mère. Et c'est le moment que ma mère, elle a vu l'acte. Elle a vu la puissance électrique et les cris que j'ai tenté de faire parce que ça me faisait peur. J'ai demandé un couteau ou bien peu importe quel truc. J'ai demandé donne-moi tout de suite parce que je vais le couper. Tout de suite, j'ai crié. Et ma mère, dès qu'elle a vu ça, elle a touché. Le même moment, ça s'est arrêté encore. Donc, depuis le jour-là, j'ai jamais revu. Mais dès que c'est arrêté encore, d'autres choses s'y attaquaient. Je comprenais pas et jamais compris pourquoi. J'ai tombé dans une famille qui est vraiment cool. Ils s'en foutent de vraiment tout. Donc, j'ai jamais vu personne dans ma famille vient et disent, écoute, allons, on va essayer de chercher, savoir c'est quoi. Ce qui veut dire tout ce que je viens de vous expliquer là, ça passait dans ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais même pas d'où ça sortait. Vous voyez? Et ce qui a suivi, c'était quoi? À chaque fois que je me mettais au lit encore, j'ai senti une forte vibration qui m'arrivait. Je le sentais au début quand ça arrivait en fait. Je dormais pas en gros. Mais quand ça arrivait, ça attaquait tout mon corps. Et en fait, comme une forte force, genre, qui m'a même à ma conscience, je sais qu'il y a des gens à côté. Je sais qu'il y a ma femme à côté. Et si je fais moindre truc, je peux le blesser. Parce que c'était vraiment fort que ma femme même se réveille. En fait, elle m'écrit, vas-y, réveille-toi. Et je me réveille pas. Et j'attends qu'elle me réveille. Elle me frappe. Même si elle me frappe, je me réveille pas. Mais il fallait qu'il me frappe plus fort. C'est là que ça a lâché mon corps, en fait. Mais je vibrais, mais aussi fort que même les lits, tout ça tremblait, en fait. Vous voyez? Donc là, j'ai dit, ma femme, si vous voyez que ça m'attaque, j'attendais quand vous me criez. J'attendais vraiment quand vous me frappez. Mais j'arrive pas à lâcher la vibration. Frappe-moi aussi fort que vous pouvez. Vous voyez? Parce que je sais pas ce qui m'arrive, en fait. Donc à chaque fois, ça m'arrivait. Tous les jours. Au final, j'ai même pris un plaisir, la vibration là, justement. J'ai même pris un plaisir parce que au final, au début, ça me faisait peur. Au final, ça me faisait plus peur, mais ça faisait peur tout aux alentours. Il y a mes enfants qui, à chaque fois que je dors, ils attendaient l'autre côté. C'était fort. Mais derrière, en fait, dans mon conscience, quand ça m'arrive, je sens en fait comme si, quand je vibre avec la force, ma femme me dit, écoute, mes bras, mes veines, tout monte, tout, comme si je soulève quelque chose. Et je vibre en même temps. Et tout mon corps. Donc moi, je dis, moi, ce que je vois dans mes yeux, en fermant les yeux quand ça m'arrive, je vois comme si quand je fais comme ça, comme si je suis en train de voler, comme Superman quand il s'envole. Voilà. Je décolle par terre comme ça, monte par force. C'est exactement ce que je voyais. Tous les jours, ça n'a jamais cessé. Et quand ça commence, je ressens. Et là, je le ressens si fort. Ça a duré, ça a gravement duré. Par contre, ça, j'ai parlé beaucoup. J'ai trop parlé de ça. Et j'ai vu au final, c'est arrêté. Et
tout de suite, ce qui a suivi jusqu'à le moment là où je vous parle, ce qui a suivi, ce que j'ai vu jusqu'à là, que je vous parle tout de suite, à chaque fois, je mets au lit. En gros, je dors pas. J'ai jamais dormi, je peux vous dire, depuis des années. À chaque fois, je ferme mes yeux. Tout de suite, je sens une présence à mon côté. Tout de suite, dès que je ferme les yeux, il y a une présence. En fait, là où j'ai mis ma tête. En gros, j'ai essayé de bouger. Je sais que ma femme est là à côté. Quand il n'y a pas personne, je sais qu'il n'y a pas personne. Ce qui veut dire c'est pas un sommeil profond. Je sais que ma femme est là à côté, mais j'essaie de bouger même le doigt. Juste que j'ai rêvé ma femme, vas-y, réveille-moi. Mais je sens la présence, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est dans mes yeux. Ni, je sais pas. Mais c'est ce qui m'arrive jusqu'à le moment. En fait, je ne dors pas. J'ai jamais su depuis le début ce qui m'est arrivé tout le long des histoires que je viens de vous expliquer. Jusqu'à le moment présent que je vous parle. Je ne sais pas ce que c'est. Et je sais pas. J'arrive pas à vous dire plus parce que je sais pas. J'ai dit, bah, écoute, je monte. J'ai essayé de vous dire ça parce que comme je sais, vous avez entendu plein de choses et vous connaissez plein de trucs. Peut-être vous pouvez savoir un peu plus de... Je sais pas. Honnêtement dit, je sais pas. Je peux pas vous dire plus. Mais c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu jusqu'au mois présent. Et voilà. Je vous remercie. C'est terrible, hein? Honnêtement dit. Merci pour l'histoire, Mania. Je vous remercie bien. Si quelqu'un a une solution, vous le faites en commentaire, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Karen de Babo. Comment tu vas, DMG? Très bien, toi. Ça va. Bon, mon histoire n'est pas très longue. Je vais être bref. C'était en décembre dernier qui est passé. Bon, vu que je fais dans le service de livraison, j'avais une commande que j'attendais pour 13h. Il était pratiquement 11h et quelques. Et vu que la personne devait se déplacer, j'ai préféré attendre à Ndokochi. Parce que je ne voulais pas trop m'éloigner parce que la personne était du côté de Dogbon. Parce que moi, je vis un peu plus loin de Ndokochi. Je vais patienter au niveau de Ndokochi. Quand je reste donc, je m'installe au niveau de la Tradex de Ndokochi. Je m'installe donc, j'attends que la personne me fasse signe pour sa livraison. Dès que j'attends, une dame vient vers moi. Elle me dit bonsoir ma fille. Je dis bonsoir maman. Elle me dit s'il te plaît, tu peux me montrer où on fait le transfert. Je montre clairement que bon maman, il y a les dames ici qui font le transfert là à Ndokochi. Et vous-même vous connaissez Ndokochi avec les dames qui font le transfert partout. Elle me dit que non, prends l'argent si tu peux me faire le transfert. Je dis que non maman, c'est ici là. On fait le transfert, tourne-toi. C'est juste là, il y a une dame qui fait le transfert. Elle me dit que non, prends l'argent, tu me fais le transfert, non ma fille. Elle dit que non maman, je ne peux pas. Elle me dit que non, attends, prends l'argent, tu me fais le transfert. Elle a insisté au moins pendant même près de 6 fois. Il y avait un monsieur à côté qui me lançait seulement les yeux comme ça là. Il est serré que mon frère, moi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne faisait. Une autre personne, j'aurais pris, je serais même partie avec la dame pour l'aider à faire son transfert. Mais de toute façon, elle insistait que je prenne l'argent là. J'ai seulement dit que non. L'affaire si est louche. Elle a insisté. Au final, la dame s'est fâchée. Elle a tourné son dos, elle est partie. Elle n'a plus fait son transfert. Le monsieur qui était à côté de moi a dit que tu as eu ta chance. Tu as eu ta chance. Tu as eu ta chance parce que celle que tu viens de voir là, tu ne sais pas ce qu'elle voulait. Tu ne sais vraiment pas ce qu'elle voulait.
DMG, tu étais même avec moi. Oui, je suis là. Je suis là. Donc, quand j'ai refusé comme ça de prendre son argent pour faire le transfert, tellement elle s'est énervée, elle n'a même plus regardé derrière. Elle a tourné son dos, elle est partie. Avec le temps qui est mauvais, là, et c'était une vieille dame, vieille. Elle pouvait être dans 70 ans comme ça. Elle était franchement vieille. Elle insistait. Que ouais, ma fille, fais-moi le transfert, va me faire le transfert et tout. La dame était derrière elle. Vous connaissez Ndokochi. Vous connaissez Ndokochi avec les femmes qui font le transfert partout. La dame était derrière elle. Je dis que maman, tourne-toi juste. Il y a une femme qui fait le transfert derrière toi. Elle dit que prends l'argent, non. Tu ne prends l'argent si tu me fais le transfert. Je suis fatiguée, ma fille. J'ai dit que maman, même moi, je suis fatiguée. Et je suis en train d'attendre quelqu'un. Elle me dit que non. Prends l'argent. Elle dit que maman, je suis fatiguée. Elle s'est tensionnée. J'ai dit tensionnée. En plein de coaching. Elle a tourné son dos, elle est partie. J'ai dit que maman, si c'est moi que tu attendais, non. Tu ne m'as pas eu le tour aussi. Donc, c'était un peu ça. Pour vous dire que faites très attention. De nos jours aussi, on ne sait pas qui est qui. Ils vont venir là. Tu vas dire que non, elle est vieille, il est vieux. Il ne peut rien faire. Pourtant. Maintenant, c'est là, non, je n'ai même plus pitié. Les trucs qu'avant, je faisais que quand il y avait une personne âgée, que je cédais ma place, même ça, je ne fais plus. Chacun va seulement porter sa croix. Merci pour l'histoire, Karen. Merci DMG, bonne soirée à toi dans les commentaires. Bonsoir, c'est Blanc. Bonsoir DMG. On dit quoi, ça va? Ça fait longtemps. Ah, je me suis rappelé d'une histoire. Bon, je ne sais pas si je vais dire c'est... Bon, en tout cas, c'est mystique. Au fait, j'avais un ami avec qui je causais tout le temps. Et la semaine même qu'il allait mourir, on avait causé un mercredi. Ça s'est passé en 2011. On a causé un mercredi. Et le jeudi, non, on a causé mercredi. Jeudi, le même mercredi, nul, il est allé dans le champ de son grand-père. Parce qu'il avait ses cannes qu'il faisait dans le champ de son grand-père. Et ils ont tiré sur lui. Le gardien du champ a tiré sur lui. La balle a perforé, en fait, est rentrée de derrière par son cou. Ça a perforé le cou et il est resté dans le champ, il est mort. Ils l'ont retrouvé le vendredi en journée. Donc, il a passé toute la nuit du mercredi. Il a passé la journée de jeudi, je crois. Ils l'ont retrouvé le vendredi matin. Il était mort. Donc, ils l'ont enterré. Bon, moi, on m'a appelé. Vu que moi, je ne suis pas au pays, on m'a appelé, on m'a dit. Ça m'a fait tellement mal, j'ai pleuré. Le même jour, je me suis endormie, j'ai vu le gars dans le rêve. Je le vois, je lui dis, mais ce que tu as fait là, je ne comprends pas. Tu as besoin, il demande pourquoi tu as fait ça pour qu'on te tue. Il me dit, ah, qu'allait ça. Et quand on était en train de parler, il y avait sur le côté de son front, il y avait le sang. Et il a récupéré mon sac à main. Il a porté, puis on marchait, on causait. Je lui demande, mais pourquoi tu as fait ça, tout ça. Il me dit, non, que c'est rien, laisse ça. Et on a parlé de tout, de rien. Non, à chaque fois, je le voyais dans mes rêves. À chaque fois, je le voyais dans les rêves. Une fois, j'étais dans ma chambre, dans un rêve, j'étais dans ma chambre. Et je le vois, il apparaît. Donc, quand il a apparu, bon, dans le rêve, j'avais pas peur. À chaque fois, je le voyais dans mes rêves, j'avais jamais eu peur. Et le jour là, il me demande, tu veux toujours être ma camarade? Genre, si tu veux, tu permets que à chaque fois je vienne te rendre visite, tout ça. Je lui ai dit clairement, tu viens me rendre visite, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour venir m'effrayer, si c'est pour venir à chaque fois peut-être m'effrayer ou bien truc, ça sera pas possible. Et dans la chambre, il y avait un miroir en face, je me voyais dans le miroir, mais lui, je ne le voyais pas.
Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai plus jamais revu le gars là dans mes rêves jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de te parler là. Je ne l'ai plus jamais revu. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il voulait. Si c'était pour venir me chercher ou bien un truc, je ne sais pas. Mais je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Kabla. Pas de problème. Bonne soirée. Mais attends. Bonjour. Bonjour DMG, ça va? Salut, Oman Cooking, comment tu vas? Je vais bien et toi? Très bien, merci. Je suis venue en retard. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir pris. C'est juste pour raconter une histoire d'un prêtre exorciste de mon pays. Bon, c'est ce prêtre-là, il est assez reconnu. Il a écrit des articles de ses miracles, des délivrances et tout. Je veux raconter une petite histoire qu'il a fait, qu'il a écrite et aussi expliquer un sort. Et j'ai remarqué que ce sort-là revient beaucoup dans les histoires que tu mets en ligne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a intervenu auprès d'une jeune femme qui souffrait des mains. C'était une couturière et elle faisait bien la couture, puis voilà, elle excellait beaucoup. À un moment donné, ses mains lui faisaient horriblement mal. Tellement que ça lui faisait mal qu'elle n'arrivait pas à manipuler sa machine. Elle sentait comme si on la piquait dans les mains. Elle a essayé beaucoup de traitements, elle allait à l'hôpital, on ne voyait rien du tout. C'est alors qu'on lui a demandé d'aller voir le prêtre en question. Le prêtre est venu, il a eu une révélation divine, il a prié avec elle. Lors de la séance d'exorcisme, il s'est fait qu'il y a eu 50 aiguilles de chaque main, ça fait 100 alors, qui sont sorties et ça a laissé des traces sur ses mains, comme si on l'avait griffé. Et puis, c'est un sort qui est assez répandu. Et puis, quand c'est sorti de ses mains, enfin voilà, elle a retrouvé l'usage de ses mains se sont dégonflées. Donc, ce sort-là, on appelle ça en tout cas, je sais que moi je suis de Ouida, donc on appelle ça souvent Tchakatou, Azé Tchakatou. Et on m'a expliqué que c'était un sort qui est utilisé par les chasseurs pour pouvoir traquer le gibier. On n'utilise pas ça sur l'être humain. Et donc aujourd'hui, les personnes avec le mauvais cœur, ils utilisent ça pour nuire aux personnes. C'est comme ça des fois, hein, j'entends dans des histoires des gens, on a retrouvé des dents, des tessons de bouteilles dans leur intimité. Il a même écrit des histoires où des gens, on les a opérés, on a trouvé des fils dans leur tête. Donc c'est un sort qui est utilisé par des personnes quand on te veut vraiment du mal, on veut que tu meurs, que tu souffres vraiment de mourir. C'est là quand on voit ce sort-là. C'est juste la petite histoire que je voulais partager avec ton auditoire et avec toi, bien évidemment. Ok. C'est cool, c'est tout. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Merci, au revoir. Allez, commentaires. Mhm. Bonsoir, DK Fitness. Bonsoir DMG et toute la population. Bon, je me prépare à parler comme la radio, hein, parce que quand on raconte l'histoire, on dirait qu'on parle comme la radio, il n'y a pas de retour. En dehors sur les commentaires. Bon, je vais raconter mon histoire. Alors, c'était en 2011. Je travaille de façon saisonnière en fait. En fait, j'ai un commerce qui fonctionne 6 mois, c'est-à-dire en été, on travaille de façon intense. Il y a un ventilateur à côté de toi. Oui, le ventilateur. Là, je suis en vacances en Afrique, là. Je vais l'éteindre. C'est Ça bon. dérange l'audio. Oui, je l'ai arrêté. Là, c'est bon, là? Oui, c'est bon là. Ok. Donc, je disais que j'ai un commerce saisonnier, je travaille 6 mois de façon intense et les 6 autres mois, on glande en fait, où on va en vacances. Donc, à un moment donné, pendant une année en 2011, j'ai eu un voisin qui a ouvert une boutique juste à côté de chez moi. On avait le même bailleur en fait. Donc, lui, il faisait des tatouages éphémères. Mais c'était un grand sorcier. Bon, en tout cas, un petit sorcier ou un grand sorcier, je sais pas. Apparemment, il travaillait avec une Française. C'était un Congolais, mais qui a grandi en Guadeloupe, en fait. Il avait des rastas, c'était un rastaman. Et il a ouvert donc ce commerce avec cette Française. Je ne savais pas les pratiques qu'il faisait dans sa boutique. Il dessinait même les croix de Satan, là. C'est après que son associé nous a tout raconté, une Française.
Au départ, elle était d'accord avec lui des pratiques qu'il faisait. Donc, un jour, je rêve que il a traversé les murs pour venir dans ma boutique. Donc, un jour, je rêve qu'il est tout nu. Il a traversé les murs. Il est venu dans ma boutique en train de faire des incantations. J'ai dit, oulala, toi, tu ne sais pas qui tu as affaire. J'ai bombardé les prières après ce rêve-là. J'ai bombardé les prières, envoyé le feu comme les enfants de Dieu savent souvent l'envoyer. Donc, je prenais tout, je mettais sur lui le feu, le ceci, le cela. Je te découpe, je te machin truc. Après ce rêve-là, parce que je me suis dit, avec les 6 mois-là, si je loupe ma saison, s'il me fait louper ma saison, je vais galérer toute l'année en fait. Donc, il n'y avait même pas un jour à perdre. Je lui ai bombardé le feu. Et à la fin, il n'arrivait plus à travailler dans sa boutique. Donc, pendant ces 6 mois, au lieu de travailler, il a déménagé de sa boutique pour aller demander la place ailleurs. Mais je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Mais je sais quand même que j'avais envoyé le feu. Et j'avais compris que c'était un sorcier en fait. Et quelques temps après, il revient encore essayer de me tenter. Il vient me dire, comme pour moi c'était un salon de coiffure en fait. Il vient me dire de réparer ses dreadlocks. Et là, je sens que, comme il a essayé de me faire du mal, il vient me confronter en fait. Quand il est venu faire ses dreadlocks, je lui ai dit, moi je ne fais pas les dreadlocks, je ne fais pas ceci. Il me dit, je vais acheter ceci. J'ai dit, non, je te le donne gratuit, tu es mon voisin. En fait, il avait travaillé 4 euros, deux pièces de 2 euros qu'il avait travaillé. Il voulait à tout prix que je touche à cet argent. Mais moi, j'avais compris ça tout de suite. Donc, quand il vient, il dit, je vais acheter tel produit. J'ai dit, non, je te donne gratuit parce que tu es mon voisin. Il dit, non, je vais acheter. J'ai dit, non, je te donne gratuit, je prends pas ton argent. Finalement, il me force, il me dit, je vais venir réparer mes dreadlocks. J'ai dit, je fais pas les dreadlocks. Il dit, bon, mettez-moi au moins la crème. Bon, quand on lui a mis la pommade, pendant que je mets la pommade, je bombarde à les prières, j'envoie le feu sur sa tête, j'invoquais le sang de Jésus et tout. À la fin, il me donne 4 euros. Et les 4 euros, là, je voyais très bien qu'il y avait de la cendre dessus. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait fait comme travail dessus. Après ces 4 euros, j'ai mis par terre, j'ai dit, Seigneur, cet argent-là, s'il est venu pour me faire du mal, j'annule cela et cet argent m'appartient parce que j'ai travaillé. Donc, il m'a payé. C'est pas comme si j'ai eu un argent gratuitement. Il m'a payé. Je vais encaisser cet argent et il va se rendre compte que la puissance de Dieu est plus forte que celle de la sorcellerie. J'ai fini de prier, j'ai pris cet argent, je suis allée acheter des fruits et puis j'ai mangé. À la fin de la saison, pendant qu'on est en train de ranger les affaires, il me dit, toi, tu es dangereuse. Je dis, comment ça? Il me dit, ton Dieu est Dieu. Je dis, mais comment ça ton Dieu est Dieu? Pourquoi tu me dis ton Dieu est Dieu? Je lui dis, mais explique-moi. Il dit, mais tu sais. Donc, comme il est sorcier, il se disait que je savais exactement ce qu'il avait fait. Et pourtant, non, moi j'avais prié au hasard. Je ne sais pas ce que le Seigneur lui a fait. Donc, à la fin, il me dit, vraiment, ton Dieu est Dieu. Toi-même, tu le sais. Voilà, donc j'ai compris que c'est à la fin de la saison que il s'est gâté avec son associé. Elle est venue nous expliquer en fait qu'il faisait les incantations dans sa boutique et à la fin ça ne pouvait plus marcher et ils ont déménagé de la boutique en fait. Donc elle est venue tout nous dévoiler, elle nous a montré là où il avait fait la croix de Satan en fait. Voilà. Ok, en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup DK Fitness pour l'histoire. Ok, merci. Bonne soirée à vous. Et à toi. Merci. DMG. Betty, c'est comment? DMG, je suis là. Moi, j'ai peur parce que j'ai 2 histoires. L'histoire que je voulais raconter tout à l'heure, là, je vais la changer parce que j'ai eu une de tes internautes qui m'a envoyé son histoire. Et ça me donne les frissons. Je n'arrive pas à croire, je suis désolée, mais elle est en ligne. Je m'excuse, avec tout le respect, je vais essayer de raconter son histoire, mais ça me fait juste peur moi-même. Donc, je suis en train comme ça d'allumer toutes les lumières d'abord dans ma maison. Désolée. Donc, c'est une fille qui me dit, elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire, que en fait, elle est mariée à un homme. Ça fait 5 ans et son homme, c'est un homme qu'elle a connu quand elle était jeune. Le type a payé son école, vu qu'elle sort d'une famille pauvre. Quand elle a payé l'école, quand le type a payé son école, le type s'occupait de sa famille
C'est une fille sur Yaoundé. Donc, le type a eu un travail au Gabon. Le type a dit, OK, comme moi je vais au Gabon, tu as fini tes études et tout, tu es prête à aller à l'université, je t'amène avec moi. Ils sont allés voir sa famille, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, vu que c'est le type qui finançait son école, finançait l'école de ses petits frères, s'occupait de sa famille. Ils ont fait le mariage, la dot, tout, ils sont arrivés au Gabon. Quand ils sont arrivés au Gabon, sa vie était bien la première année, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle avait vraiment une vie de reine. Elle est vraiment une grande fille de la place, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, à la deuxième année, quand elle se lève de son lit, elle et son mari se lèvent, le lit est saccagé, peut-être son mari est dans la salle de bain, il prend la douche, elle est en train de préparer le petit déjeuner, rentre dans la chambre, le lit est fait. Le mari est toujours dans la douche. Elle dit qu'au début, elle se disait que mon mari est romantique, c'est lui qui veut faire ça pour moi et tout, il m'aide. Elle aussi ne demandait jamais à son mari, chérie, est-ce que... Yes, je vous ai dit non. Yes, ok. Elle ne demandait jamais à son mari que, est-ce que c'est toi qui fais ça, chérie? Elle ne demandait jamais à son mari. Après, ça a commencé, quelques mois après, ça a commencé à être que, elle est assise, elle regarde la télé, on zappe, on met une autre chaîne. Donc, elle peut être en train de regarder le journal, on zappe, on met une autre chaîne africaine. Elle dit, mais, elle a commencé à dire, mais ça, c'est quoi ça? C'est où elle a appelé son mari. Elle dit à son mari, j'ai remarqué, il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans la maison. Je lave, je laisse les assiettes sont, je prépare, je laisse la cuisine dérangée, les assiettes sont bien. Même quand tu n'es pas là, je fais la machine à laver, la vaisselle ou la lessive, je laisse tout, je rentre, on a déjà plié. C'est où son mari, dans le sourire, en regardant la fille, lui dit, j'ai oublié de te raconter une histoire. En fait, avant toi, j'ai été mariée 2 fois et mes 2 femmes avec qui j'étais mariée sont mortes, mais je dois vivre avec leur fantôme. DMG. La fille dit, s'il vous plaît, c'était au Gabon, elle est seule. Donc, elle dit, le type n'a pas eu de retenue. Le type lui a envoyé ça comme ça que nous sommes 4 dans la maison. Elle dit, 4 dans la maison, comment? Moi, je sais que je te vois, toi et moi. Elle dit, non, nous sommes 4. Toi et mes 2 autres femmes, ma première femme et ma deuxième femme. En fait, tu es la 3e femme que moi j'épouse. Elle dit à son mari, est-ce que toi tu m'as dit ça avant? Est-ce que je connaissais? Pourquoi c'est maintenant que tu me mets dans ce genre de situation? C'est où son mari lui dit, tu es déjà dans ça. Elles ont voulu quitter, elles sont mortes. Et je suis obligée de vivre avec leur fantôme. Parce que c'est ma condition. Et dit, le type lui dit ça. Le type lui dit, tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. Personne ne peut te sauver. C'est là, tu es dans polygamie. Donc, elle se retrouve dans la polygamie avec 2 fantômes. Donc maintenant, elle ne peut pas rentrer au pays parce que si elle rentre au Cameroun, le type va arrêter de s'occuper de sa famille. Elle-même étant avec le type, et tout l'argent que le type dépense sur elle, tous les business qu'elle fait, elle dit qu'elle se rend compte que les business ne marchent pas. C'est où elle a compris que son mari est dans une secte. Elle dit que ce qui est pire, c'est que son mari lui dit que l'une des femmes, l'une des fantômes, des femmes fantômes est enceinte. Et que, comme elle est enceinte là, elle va bientôt accoucher, ils vont tous vivre dans la maison. Elle dit quand le type lui a dit, c'est elle a cru que le type blaguait, il voulait l'effrayer et tout. Elle dit DMG, ça n'a même pas fait. Le 1er janvier qui est passé là, elle dit le 1er janvier. Quand on a dit donc le 1er janvier, dans la nuit du 31 au 1er, quand on a dit minuit, bonne année, elle dit bonne année, elle a entendu dans sa maison, elle dit là c'est encore qui fait Elle dit elle entend elle dit
Elle dit, elle regarde dans toutes les chambres, elle ne voit personne, elle entend gné, 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 gné. Et puis son mari se lève la nuit, son mari qui gronde l'autre femme. Mais tu vois pas que l'enfant pleure, faut lui donner les seins. L'enfant pleure, faut donner les seins à l'enfant. L'enfant pleure, faut donner les... Elle dit, ah! DMG, elle dit, où elle est là, elle ne sait pas quoi faire, elle est dans la dépression, elle ne sait pas, elle vit dans ça actuellement. Elle me dit, elle dit, Letty, je ne sais pas comment je vais faire. Je vis dans ça actuellement, je cherche de l'aide. Elle dit que chaque fois qu'elle cherche à partir, à quitter de son mari, quand elle veut sortir de la maison, il y a une des femmes qui écrit une lettre et puis elle voit sur le papier devant la porte que faut pas faire ça, on a voulu faire ça, nous sommes mortes, faut supporter, faut rester dans ça. Elle dit, elle ne sait pas comment elle va faire, elle va se donner. C'est où j'ai dit, ah, ma chérie, il faut prier. Elle dit, elle prie, elle fait tout. Que ce qui dérange même maintenant, c'est les cris de l'enfant. Parce que la nuit, l'enfant pleure. Elle dit que quand on ne baisse pas l'enfant, elle dit, le vent souffle dans sa maison. Les portes, jusqu'à ce que, quand l'enfant se calme, ça veut dire que soit la maman de l'enfant porte l'enfant, soit l'enfant est en train de manger. Donc c'est comme ça que elle m'a envoyé son histoire. Elle me dit, ah, elle veut que je raconte. Et c'est pas si même quelqu'un va accepter qu'il y a des gens qui vivent ce genre d'histoire, mais elle veut raconter. Sauf que je lui ai dit que, hé ma chérie, beaucoup de courage. Donc je lui ai dit, je vais raconter. Il y a des gens en ligne, il y a des prêtres, il y a tu sais, il y a des spirituels. Peut-être quelqu'un peut vouloir l'aider. Et puis la personne peut me dire dans mon inbox et puis je vais les mettre en contact. Mais vraiment, c'est une fille qui a peur. Et les Gabonais aussi. Pour vous, n'est pas facile de... DMG. En tout cas, la deuxième histoire, je vais raconter après parce que comme la lumière est partie, là, ça fait plus peur. Donc, on remet après. Merci beaucoup. D'accord, merci. Comme ça, la corruption, envoie le lion, il va rester. Même si vous envoyez le dragon, il n'est pas à moi déjà. Si vous envoyez le dragon, I'm done. As the pic, merci. Et je n'ai encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. À la fin de ce mois, on va balancer le premier court-métrage. Ceux qui n'ont pas le cœur, ne partez pas visionner. Je vous dis d'abord ça. Ceux qui n'ont pas le cœur, ne partez pas visionner. Ceux qui n'auront pas le cœur là. Si tu n'es pas encore abonné, va t'abonner à la page, c'est DMG Production sur YouTube. Si tu n'as pas le cœur, ne t'abonne pas. Je dis d'abord ça. D'abord ça. Parce qu'il ne faut pas après tu dis non, il nous a. Non, on ne dort pas bien. Et non. DMG Production sur YouTube. Maintenant, quand je tape ça, ça va sortir. C'est le premier truc. DMG Production. Production ou bien Production, si tu veux. DMG Production sur YouTube. C'est énorme. Le premier court-métrage, on va reposter la fin de ce mois. Et donc, ça va être quelque part, pas trop tard, parce que si c'est même trop tard, les gens ne pourront pas visionner ça, je vous jure. On va juste peut-être vers les bases, 16h, 17h, c'est mieux, c'est encore passable. Parce que si on joue ça à pareille heure, ça va déranger. Non, je suis là comme ça, je ne fais pas monter les gens de la sorcellerie, pardon. Pardon, on peut même parler d'autre chose. Hein. Ça va être en live. C'est un court-métrage de 30 minutes, je pense. 32 en montant. Bon, 32, on va dire oui, 30 comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Il y a des scènes qui font pleurer dans le film. Des gens durs comme nous, comme ça, avec les cœurs durs là. Jusqu'à ce que ça te touche. Tu dis, hey, c'est encore quoi ça? Ok. Passez une très bonne nuit, surtout priez avant de dormir. Et priez pour moi aussi, s'il vous plaît.
Thank you.